Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada et du mouvement politique de Linden-Larouche. Donc aujourd'hui, présentation datant du 3 avril 2015. Je vais discuter en fait de trois choses, notamment deux analyses de M. Lyndon LaRouche, économiste américain et homme d'État reconnu à travers le monde, et aussi du discours donné par Helga Zepp Larouche, la présidente de l'Institut Schiller, un discours qui a été donné le 28 mars dernier lors d'une conférence de l'Institut Schiller à New York, qui a amené ensemble, qui a regroupé environ 200 personnes et où on a discuté évidemment de la crise internationale, mais surtout des alternatives proposées par le mouvement Larouche et par les nations du BRICS aujourd'hui, donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Donc, pour commencer d'abord, en fait, M. Larouche a donné son analyse sur, en fait, deux événements très importants qui ont lieu cette semaine. Le premier événement étant le lancement de la fameuse BAII, donc la Banque asiatique pour les investissements dans les infrastructures. Une banque, en fait, qui est discutée, dont on discute les différents paramètres depuis déjà l'année 2013, une proposition qui a été faite par la Chine, donc, et qui, en fait, regroupe maintenant, on parle de 46 nations qui se sont joints à ce processus-là. Donc, une banque, on parle d'une banque qui aurait en fait un fonds de 100 milliards de dollars pour le développement des infrastructures, pas simplement en Asie, mais à travers le monde. Et plus récemment, on a aussi parlé justement de la récente ou de la surprenante, je dirais, volonté de plusieurs nations de l'Europe de se joindre à cette banque-là, qui signifie un changement politique très important, c'est-à-dire que, en fait, l'Europe commence à réaliser que leur salut dépend de leur volonté de sortir du système politique actuel, du système en fait économique basé sur le FMI, la Banque mondiale et surtout les politiques de Wall Street et de la City de Londres. Donc cette banque-là est maintenant a maintenant démarré ses activités. On est encore en train de discuter quelles nations feront partie des nations fondatrices, donc des nations fondatrices qui auront un peu plus de pouvoir de décision que les autres, et les autres nations qui auront simplement un droit de vote sur les différents projets. Donc, en fait, l'analyse de M. Larouche commence en disant que plusieurs nations qui se sont joints à ce processus de la BAII, en fait, ne sont pas vraiment au courant que les discussions qui sont menées par la Chine et par les nations du BRICS, en fait, visent à créer un processus dans lequel on veut détruire le système impérial mondial et aller une étape encore plus loin, c'est-à-dire de surpasser les vieilles notions de souveraineté et de créer une véritable communauté de principes basée sur les buts communs de l'espèce humaine. Donc, au lieu de parler simplement de souveraineté d'un point de vue défensif, où on parle souvent de l'idée que la souveraineté, en fait, ça interdit aux autres nations de s'impliquer dans les politiques des autres nations, ce qui est un peu, en fait, ce qui est vrai. Mais le véritable principe de souveraineté, c'est basé sur, en fait, une communauté de principes, donc des nations qui travaillent ensemble pour le bénéfice de de chaque nation. D'où l'idée des buts communs de l'espèce humaine. Donc, M. Larouche a précisé ce point-là et aussi a mis l'accent sur le rôle que joue la Chine dans ce processus qui est en train de créer, selon M. Larouche, une véritable révolution scientifique qui vise à élever l'espèce humaine, donc de la sortir de la crasse actuelle, afin que cette humanité puisse prendre part à la mission dessiné par le grand scientifique du XVIIe siècle, un dénommé Johann Kepler, donc le fameux astronome, qui avait fait des énormes avancées dans la science moderne, comme on peut lire dans ses différents écrits sur la nouvelle astronomie et sur les harmonies du monde.
Et en fait, Kepler, qui se trouvait sur les épaules d'un autre grand homme, le cardinal Nicolas de Cuse, qui lui, en fait, avait réussi à parler en fait, des découvertes créatives faites par l'homme, comme faisant partie d'un tout avec le système solaire dans lequel on se trouve. Donc, en ravivant ce qui s'appelle l'impératif extraterrestre, donc qui est l'idée d'un programme spatial très avancé dont la Chine a beaucoup parlé et dont la Chine fait partie, notamment avec son programme pour aller sur la Lune et développer en fait les capacités de miner la Lune pour prendre l'hélium 3, qui serait la ressource parfaite pour développer la fusion nucléaire. Donc, avec cet effort-là, la Chine est en fait en train de mener le développement d'une renaissance, mais cette fois-ci au niveau international. Donc Larouche continue son analyse en disant que la véritable science, à l'opposé là, des pragmatistes dans la science aujourd'hui, qui en fait parlent plus de mathématiques que de véritable science, donc qui essaient de limiter la science à des conceptions et des formulations mathématiques. En fait, la vraie science s'occupe de la capacité créative de l'espèce humaine à prédire l'avenir de la planète et du système solaire. Et en ce faisant, changer le comportement de l'espèce humaine. Et M. Larouche dit, seul l'être humain, à travers tous les organismes vivants sur la Terre, a la capacité d'inventer un futur et de réaliser ce futur à travers la découverte scientifique. Donc le processus de faire des découvertes de génération en génération. Et voilà le véritable défi qu'a pris en main les nations du BRICS et en particulier la Chine. Mais Larouche se fait prudent, il dit qu'on a encore aujourd'hui des forces politiques qui sont désespérées, voire folles, donc des lunatics, des lunatiques qui vont tenter en fait de détruire cette initiative des BRICS. Et ces forces politiques désespérées, il faut les détruire. Ça veut dire, pour commencer, que le président Barack Obama doit être enlevé de la Maison-Blanche le plus vite possible, avant qu'il ne démarre une guerre mondiale afin de sauver l'Empire britannique et Wall Street. Parce que leur politique, les politiques impériales britanniques, visent en fait l'élimination de 80% de la race humaine dans une succession de guerres perpétuelles. Donc ils sont en train en fait de démarrer ce qu'on appelle une guerre thermonucléaire limitée dans le cœur de l'Eurasie, afin de bloquer le momentum créé par les BRICS et de détruire la Russie et la Chine. Et comme on l'a déjà stipulé à notre émission, une guerre thermonucléaire limitée qui se limiterait simplement à une région comme l'Eurasie, c'est impossible. Quand on parle de guerre thermonucléaire, on parle de guerre mondiale et on parle d'une extinction de l'espèce humaine. Donc Larouche, encore là, est prudent en disant que c'est fou, c'est lunatique, sont complètement disconnectés de la réalité et sont tellement incompétents que leurs efforts pourraient mener, comme je le disais, à une extinction de l'espèce humaine. Donc, au-delà de Barack Obama, de Wall Street et de Londres, on a aussi à se préoccuper de l'Arabie Saoudite et d'Israël, qui sont maintenant des instruments lunatiques de l'Empire. Et ces instruments-là doivent être détruits. Donc on détruit le fait que ces nations-là sont des outils, justement en s'attaquant au leadership actuel de ces nations-là. Parce que personne qui se considère saint d'esprit ne peut permettre que des gens comme le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ou le roi saoudien Salman, on ne peut pas permettre que ces deux personnes-là démarrent une guerre sans fin au nom de Wall Street et de Londres, dans le but d'arrêter le processus, le nouveau paradigme des BRICS. Donc, évidemment, M. Larouche parle de ces deux personnes-là parce que cette semaine, on a eu des très bons développements par rapport à la situation en Iran. On a eu les discussions du P5+,
plus 1. Donc le P5 plus 1 représentant les nations qui sont sur le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc on parle des États-Unis, de la Russie, on parle aussi de la France, de l'Angleterre, de la Chine, et le plus 1 veut dire en fait l'Allemagne. Donc c'est cette nouvelle percée dans les discussions en Iran par rapport au programme de développement nucléaire iranien sont en fait très positifs. Il y a plusieurs régulations, il y a aussi plusieurs tentatives de garder un potentiel, garder en fait la menace de sanctions pour l'Iran, mais en général c'est un très bon traité. Mais le problème, c'est que ce traité-là n'ira pas nulle part tant qu'on a des gens comme Benjamin Netanyahou et la monarchie saoudienne qui veulent en fait un conflit et qui peuvent utiliser l'Iran comme ce faux prétexte pour démarrer une guerre. Et il faut rappeler que Israël et en fait l'Arabie saoudite sont les deux nations de la région du Proche-Orient qui ont accès à des armes nucléaires. Israël, donc on le sait depuis longtemps, et l'Arabie saoudite récemment qui veut en fait s'arranger avec le Pakistan pour avoir accès en fait aux armes nucléaires pakistanaises dans le cas dans l'éventuelle tentative de créer une guerre nucléaire. Donc M. Larouche continue son analyse en disant que les gens qui se considèrent pratiques en fait rejettent l'idée que Barack Obama puisse être renversé et rejettent aussi l'idée que on puisse détruire les pouvoirs comme celui de Wall Street. Et Larouche explique, en fait, recommande que les gens sérieux étudient William Shakespeare, qui est un grand poète, un grand historien et, selon M. Larouche, aussi un grand scientifique. Donc, Shakespeare, en fait, est l'endroit où il faut démarrer pour vraiment briser ce pragmatisme et de se débarrasser de cette maladie-là. Et aussi des effets qui sont pas simplement banals, mais des effets très néfastes sur la culture en général, la culture de la zone transatlantique, donc les États-Unis et l'Europe, qui sont en train de détruire la région et qui sont en train en fait de détruire tous les développements du 20e siècle. Donc, dans toutes les histoires et les tragédies écrites par Shakespeare, Shakespeare identifie en fait que identifie les succès et les échecs de l'espèce humaine, toujours en fournissant un diagnostic scientifique des processus culturels qui amènent les nations et les peuples à s'autodétruire ou à se développer. Donc Shakespeare, déclare Larouche, était en fait un meilleur scientifique que la plupart des scientifiques du 20e siècle. Il était un maître de la science du comportement humain. Larouche continue en disant « Vous ne pouvez pas détruire une culture maléfique avec un simple changement au niveau de l'éthique. » En fait, la force destructive aujourd'hui s'appelle l'opinion populaire. Ça, c'est la force du mal aujourd'hui. Et donc, Larouche parle aussi, de ce point de vue-là, de la famille Bush, qui est une des sources centrales du mal aux États-Unis, pour la plupart, pour la grande partie du 20e siècle et aussi le 21e siècle jusqu'à ce jour. Donc cette famille Bush-là, dans laquelle joue un rôle aussi Barack Obama. Donc, en se débarrassant de la trahison ou la famille traîtresse Bush, en se débarrassant d'Obama et en mettant en fait en bloquant la maladie politique représentée par la monarchie saoudienne et l'administration de Benjamin Netanyahou. Seulement en faisant ça, peut-on créer justement les fondements afin de se sortir de la crise, de joindre les nations du BRICS et de lancer une espèce de renaissance culturelle et scientifique qui est nécessaire urgemment aujourd'hui et de lancer l'espèce humaine loin de cette trajectoire suicidaire dans laquelle on se trouve. Et voilà le vrai défi aujourd'hui. Donc, par rapport pour revenir là, aux discussions du P5, M. Larouche a réitéré ses avertissements
concernant Israël et l'Arabie Saoudite. Donc le P5+1 et les nations qui se préoccupent de la paix dans le monde ne doivent pas perdre de vue ces deux potentiels facteurs de déstabilisation que représentent l'Arabie Saoudite et le gouvernement de Netanyahou. Parce que quand on regarde en fait le plan, ce qu'on appelle le plan d'action compréhensif conjoint qui a été signé en Suisse récemment, donc évidemment ce qui va se passer, c'est que l'Iran devra réduire son programme d'enrichissement d'uranium le plus possible, d'avoir plusieurs inspections justement de l'Agence internationale sur l'énergie atomique, transformer son réacteur eau lourde à Arak, dans la ville de Arak, et aussi transformer son centre de Fordo en un centre de recherche, mais sans se préoccuper de l'enrichissement d'uranium, qui est le point de litige là, depuis plusieurs années, où les nations comme les États-Unis s'inquiètent du potentiel que l'Iran se munisse d'une bombe nucléaire. Donc, avec le nouveau plan d'action, ce sera impossible pour l'Iran d'avoir cette arme-là, mais pourra utiliser l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Évidemment, comme l'a déjà dit Benjamin Netanyahou récemment aux États-Unis, pour lui, ça ne fait aucune différence. Pour lui, pour Netanyahou, que l'Iran ait accès à l'énergie nucléaire, c'est comme donner la bombe nucléaire à Adolf Hitler. Donc bonjour la propagande. Donc l'entente sera sur une quinzaine d'années avec certaines provisions qui s'étendront pour 25 ans en fait. Donc encore là, Larouche réitère, ce programme-là, ce plan d'action va échouer tant qu'on ne prend pas en considération le fait que l'Empire britannique est en pleine panique et veut créer un conflit militaire mondial. Donc, évidemment, un conflit qui ne se limitera pas au Proche-Orient, comme on l'a dit au début, les guerres nucléaires ne se limitant pas à une région spécifique, ça devient rapidement une guerre que personne ne peut gagner. Et les Britanniques, en fait, sont ceux qui sont derrière cette crise-là. Et les Britanniques ont une très faible force militaire, surtout au niveau défensif, et auront besoin du muscle militaire américain pour mener à bien leur dessein de guerre mondiale. Donc, voilà pour l'analyse de M. Larouche, une analyse récente mais très importante. Toujours garder en tête que avec les bons développements qui vont toujours vers l'avant, on a quand même un danger de conflit qui reste très présent et toute personne doit prendre ça en compte si on veut vraiment avancer en tant qu'espèce humaine et éviter justement une extinction de l'espèce humaine. Donc, discutons maintenant, j'essaie de vous donner un sens du discours donné par Mme Elgozep Larouche le 28 mars dernier à la conférence de l'Institut Schiller. Un discours très important pour toute personne qui veut vraiment agir pour changer la situation mondiale. Et en fait, c'est la seule manière de changer quoi que ce soit aujourd'hui, ça va être d'agir d'un niveau international, mais plus loin que ça, on va entrer dans les détails de ce dont Mme Larouche a parlé. Donc, Mme Larouche a commencé en annonçant un scoop, donc une grande nouvelle qui venait tout juste d'être annoncée récemment sur plusieurs sites internet, c'est qu'en fait, les banques principales de Wall Street, on parle par exemple Bank of America, la banque JP Morgan, la banque Goldman Sachs et d'autres, se sont réunis à la fin du mois d'avril pour en fait trouver une solution pour punir le Parti démocrate et financer le Parti républicain afin d'éviter la mobilisation actuelle pour la loi Glass-Steagall. Donc ces mêmes banques sont allées voir le Parti démocrate, donc le groupe qui contrôle le Parti démocrate s'appelant le DNC, pour le Democratic National Council. Donc ils ont été voir le DNC, ils ont dit, vous arrêtez vos discours sur le Glass-Steagall, donc cette législation qui vise en fait à mettre Wall Street dans la rue et à réorganiser le système bancaire américain. Donc vous arrêtez vos discussions sur Glass-Steagall ou vous allez vous retrouver sans le sou durant la campagne présidentielle qui s'en vient. Et ça, selon Mme Larouche, elle dit, ça c'est de l'extorsion.
Et en fait, cette mobilisation-là de Wall Street est venue récemment, non seulement grâce à la campagne menée par le mouvement Larouche sur Glass-Steagall depuis déjà plusieurs années, mais aussi plus récemment à cause de la sortie d'un candidat présidentiel démocrate dénommé Martin O'Malley, dont on a parlé à l'émission. Martin O'Malley, qui est l'ancien gouverneur du Maryland, aussi l'ancien maire de la ville de Baltimore, dans le même État, et qui a sorti récemment en parlant de Glass-Steagall comme étant la loi principale qui doit faire son retour pour sauver l'économie américaine. Donc, et en forçant cette discussion-là, M. O'Malley a aussi forcé le reste du Parti démocrate et aussi les républicains à se prononcer sur ce sujet-là. Donc, et on sait qu'il y a une faction du Parti démocrate qui veut en finir avec ce qui se passe à travers le monde, ce qui se passe aux États-Unis, cette destruction de l'économie et cette destruction en fait de la population américaine et des populations à travers le monde. Donc, Wall Street veut recruter le Parti républicain qui est en général pourri. Et il faut aussi se rappeler que un des candidats principaux pour le Parti républicain, pour la présidence qui s'en vient, est le fameux Jeb Bush, donc un autre membre de la famille Bush, ce qui voudrait dire en fait la destruction totale des États-Unis et sûrement du monde en même temps. Donc, Mme Larouche commentait en disant que Martin O'Malley n'est peut-être pas encore un candidat charismatique, mais je pense qu'on en a assez des candidats charismatiques qui parlent bien, mais qui ne font rien. Donc, M. O'Malley brise avec cette logique banale du charisme pour le charisme et parle en fait des vrais enjeux. Et c'est en fait c'est une chose très importante quand on prend en considération, par exemple, le fait que le vice-directeur du FDIC aux États-Unis, un dénommé Thomas Hoenig, donc le FDIC qui est un organisme fédéral qui discute de la situation économique. Donc M. Hoenig avait déclaré que la crise qui s'en vient sera encore beaucoup plus grande que la crise qu'on a vécue à partir de 2008. Donc, et en fait, à l'époque où les fameuses banques trop grandes pour tomber, trop grosses pour mourir, étaient en fait en pleine désuétude. Mais là, on se rend compte que ces mêmes banques sont en moyenne 40% plus grandes qu'elles l'étaient avant la crise de 2008. Donc, on parle d'une exposition de plus de 690 milliards de dollars exposés à la spéculation, donc aux produits dérivés. Et ce système-là pourrait s'effondrer aussi si la Grèce décide de sortir de l'euro, comme c'est discuté maintenant à travers l'Europe. Donc le système tient à peu, le système financier international tient à peu de choses. Et la discussion amenée par O'Malley et évidemment amenée par M. Lyndon LaRouche sur le Glass-Steagall va définir la présidence qui s'en vient. Mme LaRouche continue en le disant « Heureusement, les États-Unis ne sont plus seuls. Plus de la moitié de l'espèce humaine s'est jointe à nous sous l'image des nations du BRICS. Donc, nous avons aujourd'hui autant de raisons d'être inquiets que de raisons d'être joyeux. » Donc, depuis 2013, poursuit Mme Larouche, le président chinois Xi Jinping a annoncé son projet de la route de la soie, donc un projet de développement de l'Eurasie, d'un véritable développement basé sur la conception de la route de la soie, qui n'était pas simplement d'échanger des produits, mais qui était de développer les infrastructures nécessaires à la connexion de toutes les nations et des infrastructures nécessaires au développement de chacune partie de cette route de la soie qui s'étendait de la Chine jusqu'à l'Europe. On parle aussi de la route maritime de la soie et on parle aussi d'accords économiques avec les nations de la CELAC, donc les nations de la communauté des Caraïbes et des nations latino-américaines. On parle de plusieurs grands projets, notamment du projet d'un canal au Nicaragua, d'un projet de chemin de fer qui va connecter le Brésil au Pérou, des projets de gérance de l'eau, comme on le voit déjà en Chine, des projets de déplacement de quantités massives d'eau qui pourraient justement transformer le continent
que ce soit le continent latino-américain, le continent eurasiatique ou le continent évidemment nord-américain avec des projets comme le projet Nawapa. Donc tous ces projets-là sont en train d'être faits, il y en a plusieurs autres d'annoncés. Évidemment, les médias principaux vont attaquer, au lieu de parler de ces projets-là, vont attaquer la Russie et la Chine en parlant que ce sont des dictateurs, que la Chine, le président chinois est un nouveau Mao Tse-tung. Donc beaucoup de déclarations en fait fausses, mais qui crient à l'urgence et qui demandent plutôt d'isoler la Russie et la Chine pour favoriser les États-Unis et le système financier actuel qui est en train de s'effondrer de toute manière. Donc, qui voudrait isoler la Russie et la Chine? Il faut être carrément fou, parce que de toute manière, le processus des nations du BRICS a la Russie et la Chine, qui sont les principaux leaders de cette mobilisation-là, et qui sont en train de recruter toutes les nations du monde. Donc, l'isolation est impossible, à moins de créer une guerre, comme on a parlé au début. Et le problème, c'est que, comme le disait M. Larouche plus tôt, les gens ne comprennent pas que des nations aujourd'hui ont conclu que des institutions comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ne donnent pas la chance aux nations de véritablement se développer. Donc, il a fallu développer une nouvelle structure bancaire. Donc, cette structure bancaire-là inclut la nouvelle banque de développement des nations du BRICS, qui aura un capital de départ de 100 milliards de dollars. On a aussi la BAII, qui aura aussi un autre 100 milliards de dollars. On a le Fonds pour la nouvelle route de la soie, 40 milliards de dollars. On a le Fonds pour la nouvelle route maritime de la soie, qui a un autre 20 milliards. On a aussi la SAARC, on a ça c'est pour les nations de l'Asie du Sud. On a aussi la Banque de coopération de Shanghai. Donc, les institutions s'ajoutent les unes après les autres et visent un véritable développement. Donc, c'est une architecture financière tout à fait nouvelle qui ne veut rien avoir avec les casinos, avec les produits dérivés, la spéculation, ou Wall Street, ou Londres. Mais vraiment, on va financer des infrastructures, des projets pour le bien commun. Donc, on se concentre sur le véritable développement. Et les États-Unis disent à tout le monde de ne pas se joindre à la BAII. Mais en fait, on a, avec le départ de la BAII depuis cette semaine, on se retrouve avec une trentaine de nations qui font partie des membres fondateurs de cette banque-là. Donc, on a eu la Russie, par exemple, on a eu l'Égypte, la Finlande, et il y a eu d'autres nations qui se sont joints à ça en tant que membres, de membres qui auront droit de vote, mais pas de droit de décision formelle. Et évidemment, c'est l'ouverture d'un nouveau système, comme Mme Helga Zepp-Larouche le disait. Donc, on parle aussi que la Chine, en fait, aura besoin d'ici 2020, on parle de besoins d'environ 8 000 milliards de dollars en développement d'infrastructures nationales. Et en développement régional d'infrastructures, on parle de 290 milliards de dollars. Donc une région, en fait, qui ne va pas simplement se développer d'elle-même, mais qui va permettre aussi de développer les régions plus éloignées. On pourrait penser, par exemple, aux muscles industriels de l'Europe et des États-Unis et du Canada, qui pourraient être utilisés comme justement pour combler les besoins de la population chinoise, qui est une population énorme, et ainsi relancer en fait le développement de l'Europe de manière saine. Donc, Mme Larouche parle en fait de ce processus de création de nouvelles institutions bancaires comme étant la création de chaloupes de secours pour sortir du Titanic transatlantique. Et évidemment, ce processus-là ne fonctionnera pas si le processus est dirigé par les États-Unis actuels. Donc les États-Unis, on en a parlé au début, Mme Larouche met l'accent sur la famille Bush, Barack Obama et le projet pour pour un nouveau siècle américain, donc un projet datant de la fin des années 90,
qui a été créé en fait pour faire en sorte que les États-Unis restent les seuls les seuls au sommet de la politique internationale et vise à empêcher toute autre nation de prendre cette position au sommet. Mais quand on regarde les nations du BRICS, on voit qu'il est déjà trop tard parce que la Chine est en fait la deuxième économie du monde et en se joignant avec les autres nations, le Brésil, la Russie, l'Inde et l'Afrique du Sud, mais évidemment les BRICS dépassent en potentiel les États-Unis. Donc évidemment, quand on parle de la famille Bush, et Mme Larouche met l'accent là-dessus maintenant, on ne parle pas simplement de George Junior et de George Senior. Il faut aussi revenir plus loin à Prescott Bush, qui était en fait le grand-père de George Bush Junior. À l'époque où M. Bush, dans les années 40, avait en fait aidé à mettre Adolf Hitler au pouvoir. Et c'est très bien documenté aujourd'hui. Notre mouvement aussi fait la documentation de ce fait-là dans la biographie non autorisée de George Bush, qu'on a écrit au début des années 90, écrit par le mouvement Larouche, dans laquelle on démontre que Prescott Bush, à travers la banque de Avril Harriman, et à travers aussi des politiciens, des banquiers anglais comme Montagu Normand, qui était à la tête de la Banque d'Angleterre à l'époque, avait financé Adolf Hitler, l'avait aidé à venir au pouvoir dès 1933. Et en fait, à un point où les nazis avaient en fait perdu l'élection, parce qu'il y avait des gens qui commençaient à réaliser à l'époque que si Hitler venait au pouvoir, qu'en fait la guerre entre l'Union soviétique et l'Allemagne serait inévitable. Et qu'à un certain point, en fait, ce serait les Britanniques, donc l'Empire britannique, qui en fait éliminerait la compétition et prendrait le pouvoir de l'Europe en soi. Et en fait, si vous regardez, si vous regardez un documentaire produit en 1992 sur la campagne de Bill Clinton, on peut voir que sur le bureau de Bill Clinton se trouve la biographie non autorisée de George Bush, qui avait été écrite par notre mouvement, et qu'en fait, cette biographie-là avait sûrement profité et avait permis de défaire George Bush Senior lors de la campagne de 92. Donc, il faut couler le bateau de la famille Bush et de Barack Obama. Donc, Mme Larouche continue à dire « Obama doit être destitué. » Et il y a plein de raisons pour le faire. Par exemple, la Constitution américaine empêche tout Américain, en fait, protège tout Américain d'assassinat et donne en fait à tous les Américains le droit d'avoir un procès équitable. Donc on se rappelle la politique de guerre de drones qu'avait lancé Barack Obama et qui avait tué 4 Américains au Yémen. Et même on parle aussi de victimes dans le périphérie de ces assassinats-là. On parle aussi évidemment de sa politique d'euthanasie qu'il avait élaborée dans son fameux Obamacare. Et la politique, en fait, d'assassinat politique qui s'étend aussi à en fait, la Syrie et à la Libye. On se rappelle que le président Kadhafi de la Libye avait été assassiné et que cette politique-là avait mené justement à une extension de la déstabilisation du Proche-Orient par la suite avec la Syrie et toute l'expansion maintenant du terrorisme islamiste qui est en fait aidé et promu, protégé par l'Angleterre, l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Donc déjà, M. Larouche le disait à l'époque, avec ce qui s'était passé en Syrie et en Libye, M. Larouche avait dit l'Empire cherche une troisième guerre mondiale. Et c'est aussi à ce moment-là que les Nations Unies avaient été vraiment discréditées à un niveau impensable et les Nations Unies étaient devenues un processus inutile. Et on voit la même chose se dessiner en Ukraine. Donc l'appui logistique à des groupes nazis en Ukraine est évidemment un acte qui devrait être suffisant pour destituer l'administration actuelle de Barack Obama. Parce qu'évidemment, la crise ukrainienne, comme le dit Mme Larouche, elle continue en disant c'est vraiment une situation horrible et ça amène tout le monde près en fait d'un danger de guerre mondiale qui pourrait annihiler la civilisation. Et là, elle précise, dit j'exagère pas. Elle continue en disant maintenant nous avons des troupes de l'OTAN
et des jets, des avions de chasse ayant la capacité de transporter des armes nucléaires qui se trouvent sur la frontière russe. Et les États-Unis ont positionné 14 F-16 aussi qui peuvent porter des armes nucléaires sur la frontière en Estonie. Donc la frontière russe dans la nation de l'Estonie. Ils ont aussi déplacé beaucoup d'équipements militaires dans les autres nations baltiques. Et maintenant, ils se retrouvent présents tout près de la Russie sous différentes formes parce que, en fait, on parle de plusieurs troupes qui sont là-bas. Et donc, le conflit militaire se dessine de manière très évidente. Et on se rappelle aussi que le dirigeant des forces américaines de l'OTAN, un dénommé Breedlove, avait parlé, de ça quelques jours dans une conférence de presse où il avait demandé à ce que l'Ukraine se joigne au groupe de l'OTAN. Pourtant, durant la guerre froide, il était clair pour les gens que l'expansion de l'un ou l'autre des côtés, c'est-à-dire de l'OTAN ou de l'Union soviétique, ne serait pas permise afin justement de garder une zone en fait libre de conflit et ainsi éviter une escalade militaire. Donc l'OTAN ne cherchait pas à s'étendre plus loin qu'il était déjà. Mais quand l'Union soviétique a été démantelée et que la Russie a été pillée, là l'OTAN s'est étendue. Et en fait, la destruction de l'Union soviétique s'est faite à travers la mondialisation, après la chute du communisme. Donc les Russes qui ont perdu, à travers les quelques années qui ont suivi la chute, qui ont perdu 70% de leur capacité de développement industriel. Les Russes comptaient 1 million d'exilés par année. Aussi, la situation était qu'on avait plus de fatalité en Russie qu'on avait de natalité. Donc, une destruction incroyable de la Russie. Et en même temps, l'Occident a financé les ONG pour détruire encore plus la Russie et de convaincre les nations autour de la Russie de se dissocier complètement de la Russie du niveau économique et politique et de se joindre à l'Occident, de se joindre à l'Europe, comme on le voit là avec l'Ukraine. Donc, on parle en fait de plusieurs milliers de milliards de dollars qui ont été injectés pour détruire la Russie encore plus à travers cette campagne de propagande politique. Et maintenant, bien, nous sommes dans une situation où on est très près du désastre absolu, très près d'une guerre nucléaire. Et Mme Larouche met l'accent là-dessus. Elle dit pourquoi est-ce qu'on n'entend pas justement de dénonciation venant de la population? Pourquoi est-ce que la population ne se lève pas pour dénoncer cette politique-là? Et évidemment, vous ne lirez pas dans les journaux à propos des BRICS, parce que quand vous regardez des journaux comme le Wall Street Journal, bien, ces journaux-là font en fait partie, c'est plutôt des firmes. Il s'agit de firmes qui vont tenter de populariser les politiques de Wall Street et de Londres. Il ne s'agit pas de journaux visant à transmettre la vérité, mais ils ont un travail de propagande à faire. Donc, Mme Larouche continue en faisant un point très important parce que il faut comprendre, comme elle le dit, que il y a de ça environ 40 ans, c'est là où on a vu de véritables problèmes civilisationnels se dessiner. Donc, pas une simple crise économique, mais en fait une crise civilisationnelle. Et déjà à ce moment-là, M. Larouche parlait justement de la création des conditions économiques et politiques qui nous amèneraient vers une troisième guerre mondiale. Donc notre mouvement, déjà à l'époque, on a préparé et donné plusieurs conférences, des centaines de conférences internationales, régionales, etc., sur l'idée que là, en fait, avec la combinaison de tous les problèmes sur le monde, que tout ça nous amenait vers un danger d'extinction nucléaire, de l'effondrement du système et de l'effondrement aussi de la culture. Et aujourd'hui, en fait, on parle de l'installation, de l'injection dans la société d'une culture démonique et bestiale.
Si vous regardez la culture moderne, les chanteurs pop ou la musique contemporaine, c'est vraiment ce que Mme Larouche appelle du satanisme. Parce que c'est une perversion complète de l'image de l'homme. C'est, c'est laid, c'est dégoûtant, c'est violent, c'est pervers, c'est pornographique. Euh, donc on pourrait, Mme Larouche dit, je pourrais parler de ça pendant 1 heure, mais le point c'est de vous dire que c'est ça qui détruit la créativité de la population. Et toute personne qui regarde ça ou écoute ça va perdre sa créativité, qui est en fait une force naturelle chez les hommes, chez les êtres humains. Et si vous regardez aussi un autre phénomène de cet effondrement culturel-là, c'est l'énorme manque de confiance qu'ont les gens en politique. Les gens ne font plus confiance au processus politique. On parle de... Enfin, Mme Leroux, je pose la question, pourquoi est-ce qu'il y a moins de 50% des gens qui votent aux États-Unis? Ça veut dire qu'il y a 50% des gens qui ont déjà dit il n'y a pas d'avenir, il n'y a rien qu'on peut faire, donc on abandonne. Donc, quand vous regardez justement l'effondrement des valeurs communes, l'effondrement des valeurs familiales, on assiste à des tueries dans des écoles, et ce sont des choses qui sont de plus en plus communes. Donc, on se rend compte que la société est vraiment malade. Et on a une population qui est d'accord en disant, euh, ils disent, oui, nos enfants et nos petits-enfants vont être dans une situation encore pire que la nôtre et qu'il n'y a rien qu'on puisse faire à part ça. Donc, quand vous avez cette conclusion-là, vous savez que votre société est en train de mourir. Et donc, Mme Larouche veut faire sa conclusion en parlant de ceci. Elle dit, la raison pour laquelle nous avons des conférences et sur le thème actuel, c'est que nous avons besoin d'un nouveau paradigme. Nous devons briser la logique actuelle et se séparer des valeurs forcées par la mondialisation et l'impérialisme. Cette espèce d'oligarchie, ce monétarisme, cette idée de l'argent à tout prix, et cette perversion du système de valeurs qu'on a, il faut briser avec le système impérial et aller vers un nouveau paradigme afin d'assurer un avenir pour la civilisation. Et quand on regarde, par exemple, l'âge des ténèbres connu par l'Europe au 14e siècle, on se rend compte qu'il y avait des gens fous partout. Le fameux livre Décameron de l'italien Boccaccio au 14e siècle démontrait un peu cette folie-là qui était partout dans la société. Mais il faut aussi garder en tête que c'est durant cet âge des ténèbres qu'a été créée la Renaissance italienne, grâce à des actes portés par des gens comme Jeanne d'Arc, qui a voulu sauver la France et en même temps mettre les fondements pour la bataille pour l'État-nation, contrairement à l'idée de simple royaume, et aussi d'autres personnages très importants, dont Nicolas de Cuse. Nicolas de Cuse, qui était un cardinal à l'époque, au début du 15e siècle, et qui a été un des instigateurs, en fait, de l'idée d'État-nation et aussi l'idée de science moderne, en développant le concept, en développant en fait une nouvelle méthode de pensée qui était, selon Mme Larouche, l'idée que vous devez avoir un principe supérieur que vous devez obtenir en fait à partir de l'harmonie universelle, de l'ordre dans l'univers. Donc, et cet ordre ontologique dans l'univers, c'est en fait une création dans laquelle il y a un principe supérieur qui donne naissance à d'autres principes inférieurs à celui-là, et en fait et c'est à travers de cette harmonie universelle-là qu'émanent en fait les véritables politiques qui doivent mener la vie politique, la vie religieuse, etc., etc. On peut prendre par exemple quand on parle de cette nouvelle méthode de pensée, une méthode de pensée supérieure, quand on parle par exemple au concept militaire, là on voit le concept de flanc qui se dessine. C'est-à-dire que si vous avez une force militaire qui est inférieure en nombre à une autre force militaire, et si vous voulez gagner contre cette force-là, vous ne pouvez pas simplement lui rentrer dedans avec votre casque, avec vos épées,
Mais vous devez penser à la bataille historique, à la bataille militaire d'une autre manière. Vous devez faire une stratégie et ainsi flanquer la supériorité numérique de votre ennemi en créant, en créant justement une stratégie de flanc, comme l'ont fait les stratèges militaires à travers l'histoire humaine. Et c'est aussi à travers cette idée de pensée supérieure qu'on développe une pensée basée sur la métaphore. Donc il faut en fait entraîner son esprit à penser à quelque chose qui n'a pas été pensé, auquel on n'a pas pensé avant. Donc à quelque chose de complètement nouveau qui ne peut pas être simplement déduit des anciennes idées. Vous devez faire, si vous voulez faire une découverte scientifique, ou si vous voulez écrire une composition musicale classique, ou écrire un poème, vous devez avoir les capacités d'être véritablement créatif. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, le problème, c'est que dans la loi internationale, ou ce qu'on pourrait appeler la loi naturelle, qui siège aujourd'hui dans la décision des nations, c'est qu'il y a en fait un problème très important dans cette loi internationale-là, comme dans la charte des droits de l'homme de l'ONU. Il y a une faille très importante qui est que, en fait, il n'y a aucune explication métaphysique et ontologique concernant la nature humaine. Donc, maintenant, avec les nations du BRICS, nous avons atteint un point historique dans lequel nous avons besoin, en fait, d'une loi internationale, en fait, du droit international, qui doit se baser sur les lois de l'univers. Donc, cette idée d'harmonie universelle, cette harmonie des choses. Et le problème, c'est que nous avons un monde aujourd'hui qui a erré depuis des décennies et on est parti du droit chemin. Et par exemple, dans la philosophie chinoise, on dirait que nous avons perdu le mandat des cieux. Et dans le confucianisme, on parle de l'idée que chaque gouvernement doit avoir le mandat des cieux, c'est-à-dire la tâche de faire le bien commun, de prendre soin de tous et de fournir en fait, de développer, de produire pour le bien-être de tous à travers le développement scientifique et aussi d'autres choses qui vont avec. Mais quand un gouvernement perd le mandat des cieux, c'est le travail en fait des nobles de la société, donc ce qui s'appelle les Shunzi, qui doivent en fait remplacer ce gouvernement-là et restaurer le bien commun. Donc Confucius, le philosophe chinois, avait un peu la même idée que Nicolas de Cuse, c'est-à-dire que l'harmonie est toujours possible si tout le monde se développe de la meilleure manière possible et que chaque nation se développe de la manière possible. Donc il y a deux idées dans la philosophie chinoise. La première qui s'appelle Ren, qui veut dire en fait la même chose que l'amour ou la politique qu'on entend souvent dans la chrétienté, cette idée d'agapé ou de caritas. Donc cette idée d'amour pour son prochain. Et en fait, la deuxième idée la plus importante dans le confucianisme, qui s'appelle Li, qui est l'idée que chaque personne et chaque nation et toute chose doit en fait prendre sa place dédiée dans la société et en fait développer cette conception-là le plus possible et contribuer à l'harmonie de la société de la meilleure manière que chaque être humain puisse le faire, que ce soit les hommes ou les femmes. Et voilà en fait la véritable idée d'un nouveau système économique. C'est cette idée d'harmonie universelle, d'avoir en fait le mandat des cieux, comme le disent les Chinois. Et je peux vous dire, comme le dit Madame Larouche, elle dit, je peux vous dire que tous ceux qui attaquent la Chine ou la Russie en disant que la Chine a un agenda secret en promeuvant tout ce développement-là, que en fait c'est un nouveau type d'impérialisme qui va remplacer l'impérialisme américain. Donc Madame Larouche vous dit, c'est sûr que ce n'est pas le cas concernant la Chine, parce que le président chinois et les autres dirigeants chinois ont dit de manière très claire que le nouveau système de nation doit travailler ensemble pour le développement
en fait, d'une région de la route de la soie, une région économique de la route de la soie. Et en fait, que c'est vraiment l'idée d'amener toutes les nations ensemble pour ce développement-là, de l'Amérique, de l'Asie, de l'Europe, de l'Afrique, de l'Australie. D'une manière, en fait, à ce que chaque nation soit dans une relation gagnant-gagnant avec les autres. Donc l'idée justement en fait, d'une relation dans laquelle toutes les nations auront à profiter. Donc il n'y a aucune interférence, c'est-à-dire qu'il y a c'est-à-dire qu'il y a un respect pour la souveraineté mutuelle, un respect des autres systèmes sociaux et des autres pays, et on ne promeut pas l'interférence comme on le voit depuis tant d'années avec les États-Unis et l'Empire britannique. Donc récemment, il y a de ça quelques jours à Washington, raconte Mme Larouche, on a une conférence dans laquelle le directeur député de l'Institut des études contemporaines il a dit non, on veut avoir on veut avoir une relation gagnant-gagnant-gagnant. Donc une relation voulant dire avec les États-Unis, la Chine et l'Amérique latine. Donc d'avoir une relation avec ces trois groupes-là. Donc l'Institut des études contemporaines est un institut chinois. Et aussi, en fait, le représentant disait que la Chine doit en fait créer un pont entre les États-Unis, Cuba et l'Amérique latine pour un développement conjoint. Donc on parlerait même d'une relation, en fait, non simplement une relation triangulaire, mais quadrangulaire, c'est-à-dire en impliquant aussi la Russie dans ce développement-là pour l'Amérique latine, les Caraïbes, les États-Unis et Cuba plus précisément. Donc, Mme Larouche conclut en disant est-ce que vous ne trouvez pas que cette idée-là fait beaucoup plus de sens? Ça fait beaucoup plus de sens que les nations travaillent ensemble pour se débarrasser de la pauvreté, des maladies et d'avoir un futur conjoint, un futur dans la coopération spatiale. Et en fait, comme le disait un académicien chinois récemment qui se nomme Pang, il disait joignons-nous dans cette relation quadrangulaire afin de développer la planète Mars. Donc tout ça fait beaucoup plus de sens et c'est ça qui va permettre de développer l'humanité et d'éviter les dangers définis par la crise actuelle. Donc il faut construire une architecture dans laquelle non simplement les nations vont travailler pour leur intérêt économique commun, mais vont établir en fait une architecture de sécurité qui va en fait prendre en compte les intérêts de toutes les nations du monde. Et Mme Larouche termine en disant je crois que nous avons atteint un point où nous devons en fait faire un appel ensemble, appeler à faire de tout ce dont je vous ai parlé, à faire de la réalité des BRICS la réalité dominante. Et voilà pourquoi il faut en fait prendre ce qui est discuté à la discussion, à la conférence, et de déclarer la guerre contre Wall Street, contre la famille Bush, se débarrasser d'Obama et de rétablir aux États-Unis une réelle présidence basée sur la Constitution américaine et retourner les États-Unis en fait à leur nature républicaine et construire un futur dans lequel l'espèce humaine pourra enfin devenir véritablement créative et une espèce immortelle dans l'univers. Donc voilà comment conclut la présentation de Mme Elgazep-Larouche et c'est aussi la conclusion de la présentation de cette semaine. Donc voilà pour cette semaine. Ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada et du Mouvement international de Lyndon-LaRouche qui vous dit à bientôt. Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada et du mouvement politique de Lyndon-LaRouche. Donc aujourd'hui, présentation datant du 3 avril 2015. Je vais discuter en fait de trois choses, notamment deux analyses de M. Lyndon-LaRouche, économiste américain et homme d'État
reconnu à travers le monde, et aussi du discours donné par Helga Zepp-Larouche, la présidente de l'Institut Schiller, un discours qui a été donné le 28 mars dernier lors d'une conférence de l'Institut Schiller à New York, qui a amené ensemble, qui a regroupé environ 200 personnes et où on a discuté évidemment de la crise internationale, mais surtout des alternatives proposées par le mouvement Larouche et par les nations du BRICS aujourd'hui, donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Donc, pour commencer d'abord, en fait, M. Larouche a donné son analyse sur, en fait, deux événements très importants qui ont lieu cette semaine. Le premier événement étant le lancement de la fameuse BAII, donc la Banque asiatique pour les investissements dans les infrastructures. Une banque, en fait, qui est discutée, dont on discute les différents paramètres depuis déjà l'année 2013, une proposition qui a été faite par la Chine, donc, et qui, en fait, regroupe maintenant, on parle de 46 nations qui se sont joints à ce processus-là. Donc, une banque, on parle d'une banque qui aurait en fait un fonds de 100 milliards de dollars pour le développement des infrastructures, pas simplement en Asie, mais à travers le monde. Et plus récemment, on a aussi parlé justement de la récente ou de la surprenante, je dirais, volonté du système solaire. Et en ce faisant, changer le comportement de l'espèce humaine. Et M. Larouche dit, seul l'être humain, à travers tous les organismes vivants sur la Terre, a la capacité d'inventer un futur et de réaliser ce futur à travers la découverte scientifique. Donc le processus de faire des découvertes de génération en génération. Et voilà le véritable défi qu'a pris en main les nations du BRICS et en particulier la Chine. Mais Larouche se fait prudent, il dit qu'on a encore aujourd'hui des forces politiques qui sont désespérées, voire folles, donc des lunatics, des lunatiques qui vont tenter en fait de détruire cette initiative des BRICS. Et ces forces politiques désespérées, il faut les détruire. Ça veut dire, pour commencer, que le président Barack Obama doit être enlevé de la Maison-Blanche le plus vite possible, avant qu'il ne démarre une guerre mondiale afin de sauver l'Empire britannique et Wall Street. Parce que leur politique, les politiques impériales britanniques, visent en fait l'élimination de 80% de la race humaine dans une succession de guerres perpétuelles. Donc ils sont en train en fait de démarrer ce qu'on appelle une guerre thermonucléaire limitée dans le cœur de l'Eurasie, afin de bloquer le momentum créé par les BRICS et de détruire la Russie et la Chine. Et comme on l'a déjà stipulé à notre émission, une guerre thermonucléaire limitée qui se limiterait simplement à une région comme l'Eurasie, c'est impossible. Quand on parle de guerre thermonucléaire, on parle de guerre mondiale et on parle d'une extinction de l'espèce humaine. Donc Larouche, encore là, est prudent en disant que c'est fou, c'est lunatique, sont complètement disconnectés de la réalité et sont tellement incompétents que leurs efforts pourraient mener, comme je le disais, à une extinction de l'espèce humaine. Donc, au-delà de Barack Obama, de Wall Street et de Londres, on a aussi à se préoccuper de l'Arabie Saoudite et d'Israël, qui sont maintenant des instruments lunatiques de l'Empire. Et ces instruments-là doivent être détruits. Donc on détruit le fait que ces nations-là sont des outils, justement, en s'attaquant au leadership actuel de ces nations-là. Parce que personne qui se considère saint d'esprit ne peut permettre que des gens comme le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ou le roi saoudien Salman, on ne peut pas permettre que ces deux personnes-là démarrent une guerre sans fin au nom de Wall Street et de Londres, dans le but d'arrêter le processus, le nouveau paradigme des BRICS.
Donc, évidemment, M. Larouche parle de ces deux personnes-là parce que cette semaine, on a eu des très bons développements par rapport à la situation en Iran. On a eu les discussions du P5 plus 1. Donc le P5 plus 1 représentant les nations qui sont sur en fait, le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc on parle des États-Unis, de la Russie, on parle aussi de la France, de l'Angleterre, de la Chine, et le plus 1 veut dire en fait l'Allemagne. Donc c'est cette nouvelle percée dans les discussions en Iran par rapport au programme de développement nucléaire iranien sont en fait très positifs. Il y a plusieurs régulations, il y a aussi plusieurs tentatives de garder un potentiel, garder en fait la menace de sanctions pour l'Iran, mais en général c'est un très bon traité. Mais le problème sur le rôle que joue la Chine dans ce processus qui est en train de créer, selon M. Larouche, une véritable révolution scientifique qui vise à élever l'espèce humaine, donc de la sortir de la crasse actuelle, afin que cette humanité puisse prendre part à la mission dessinée par le grand scientifique du XVIIe siècle, un dénommé Johann Kepler, donc le fameux astronome, qui avait fait des énormes avancées dans la science moderne, comme on peut lire dans ses différents écrits sur la nouvelle astronomie et sur les harmonies du monde. Et en fait, Kepler, qui se trouvait sur les épaules d'un autre grand homme, le cardinal Nicolas de Cuse, qui lui, en fait, avait réussi à parler en fait, des découvertes créatives faites par l'homme, comme faisant partie d'un tout avec le système solaire dans lequel on se trouve. Donc, en ravivant ce qui s'appelle l'impératif extraterrestre, donc qui est l'idée d'un programme spatial très avancé dont la Chine a beaucoup parlé et dont la Chine fait partie, notamment avec son programme pour aller sur la Lune et développer en fait les capacités de miner la Lune pour prendre l'hélium 3, qui serait la ressource parfaite pour développer la fusion nucléaire. Donc, avec cet effort-là, la Chine est en fait en train de mener le développement d'une renaissance, mais cette fois-ci au niveau international. Donc, Larouche continue son analyse en disant que la véritable science, à l'opposé des pragmatistes dans la science aujourd'hui, qui en fait parlent plus de mathématiques que de véritable science, donc qui essaient de limiter la science à des conceptions et des formulations mathématiques. En fait, la vraie science s'occupe de la capacité créative de l'espèce humaine à prédire l'avenir de la planète et de plusieurs nations de l'Europe de se joindre à cette banque-là, qui signifie un changement politique très important, c'est-à-dire que, en fait, l'Europe commence à réaliser que leur salut dépend de leur volonté de sortir du système politique actuel, du système en fait économique basé sur le FMI, la Banque mondiale et surtout les politiques de Wall Street et de la City de Londres. Donc cette banque-là est maintenant a maintenant démarré ses activités. On est encore en train de discuter quelles nations feront partie des nations fondatrices, donc des nations fondatrices qui auront un peu plus de pouvoir de décision que les autres, et les autres nations qui auront simplement un droit de vote sur les différents projets. Donc, en fait, l'analyse de M. Larouche commence en disant que plusieurs nations qui se sont joints à ce processus de la BAII, en fait, ne sont pas vraiment au courant que les discussions qui sont menées par la Chine et par les nations du BRICS, en fait, visent à créer un processus dans lequel on veut détruire le système impérial mondial et aller une étape encore plus loin, c'est-à-dire de surpasser les vieilles notions de souveraineté et de créer une véritable communauté de principes basée sur les buts communs de l'espèce humaine. Donc, au lieu de parler simplement de souveraineté d'un point de vue défensif, où on parle souvent de l'idée que la souveraineté, en fait,
ça interdit aux autres nations de s'impliquer dans les politiques des autres nations, ce qui est un peu, en fait, ce qui est vrai. Mais le véritable principe de souveraineté, c'est basé sur, en fait, une communauté de principes, donc des nations qui travaillent ensemble pour le bénéfice de chacun, de chaque nation. D'où l'idée des buts communs de l'espèce humaine. Donc, M. Larouche a précisé ce point-là et aussi a mis l'accent